Alors, bonjour, honorable député. Bonjour. D'abord, nous vous félicitons de votre nomination, de votre élection en tant que député à cette 13e législature et nous vous souhaitons plein succès. Amen. Dans votre nouvelle mission. Voilà, honorable, on est à quelques jours du lancement de la campagne arachidière. Vous êtes à la fois député et maire. Que comptez-vous faire une fois votre accession à l'Assemblée pour améliorer la question, la vie de la classe paysanne? Alors, je vous remercie et je prie que Dieu exauce les vœux que vous avez formulés. Mais pour le Sénégal d'abord, parce que ce que nous souhaitons, ce qui est le plus important, c'est l'épanouissement des Sénégalais. Nous sommes entrés en politique comme on entre en religion, en essayant de faire ce que nous pouvons de ce que nous devons faire. Essayer chaque jour de nous améliorer, de nous bonifier, essayer chaque jour de savoir, de comprendre les problèmes et les préoccupations des Sénégalais, essayer chaque jour et sans cesse de chercher à avoir des solutions, les partager avec l'opinion, les sachant et en souhaitant, une fois que ces solutions sont perçues comme étant les bonnes, qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement et le plus durablement. C'est dans ce cadre-là qu'à la faveur d'un moment de respiration démocratique, à l'occasion de l'élection législative, le bon Dieu et la volonté populaire nous ont permis d'être parmi les 165 parlementaires. Je voudrais, à la suite des vœux que vous avez formulés, étendre ces prières au-delà du Sénégal à l'ensemble des 165 parlementaires, à chacune et à chacun d'entre nous. À votre suite, je souhaite une bonne santé, plein épanouissement, quiétude dans notre famille, quiétude dans le pays, afin que, jouissant de toutes nos capacités, de toutes nos facultés, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Évidemment, nous avons démarré les travaux parlementaires au moment où le gouvernement, après concertation avec le CNIA, a décidé de reconduire le prix d'achat au kilogramme aux producteurs de l'arachide. Et nous sommes dans l'obligation, parce que les valeurs auxquelles nous croyons, valeurs d'abord religieuses, ensuite valeurs de civilisation, nous recommandent de dire merci et bon courage à celui qui semble aller dans le sens de l'intérêt général et de la bonne action. Sachant qu'à travers le monde, le prix de l'arachide, le kilogramme d'arachide, a un prix qui tourne autour de 187 francs. Si le gouvernement du Sénégal décide d'appliquer le prix de 210 francs, il va sans dire qu'il y a une volonté de subventionner. C'est un effort consenti par le Sénégal, par l'État du Sénégal, au nom des Sénégalais, pour permettre au monde rural de ne pas avoir des espoirs déçus. Évidemment, cela recommande, cela appelle de la part des paysans qu'ils soient vigilants, qu'ils ne bazardent pas leur récolte, surtout que cette année, il semble établi, et je souhaite qu'il en soit ainsi partout, que les récoltes seront bonnes. Tous les éléments d'appréciation qui permettent d'espérer une bonne récolte sont là, ont été au rendez-vous. Je souhaite, que ce prix soit appliqué et que l'on puisse même voir des acquéreurs qui vont payer plus. Je souhaite aussi que l'intérêt financier
économique que les agriculteurs peuvent tirer de cette campagne de commercialisation n'entame pas les projections qu'il faut faire d'ores et déjà pour l'avenir. Mais on a remarqué que l'année dernière, à la place de l'État sénégalais, c'est les Chinois qui venaient acheter les kilogrammes d'arachide à 300 francs aux paysans. Oui. Cela est une bonne chose parce que c'est une plus-value que les paysans ont. Mais ça peut être dangereux parce que les paysans peuvent vendre jusqu'à bazarder, jusqu'à épuiser les provisions indispensables de semences. C'est là le sens du développement que j'étais en train de faire. Je veux demander à mes compatriotes, et le gouvernement le sait tellement bien, qu'il s'est engagé à garantir l'existence de stocks de sécurité pour les semences. Au moins 10 000 tonnes seront achetées par l'État pour demain, en cas de besoin, servir de semences. Vous savez, ce n'est pas parce que le gouvernement sait que les Sénégalais vont vendre toutes leurs récoltes, mais gouverner, c'est prévoir. Il peut arriver qu'il y ait des incendies, des catastrophes ou des imprévus qui font que les provisions de semences que les paysans vont faire peuvent être endommagées ou peuvent être l'objet de catastrophes ou de sinistres. C'est pourquoi le gouvernement le fait. Tandis que gouverner, c'est prévoir. En tout cas, le député du monde rural que je suis, le député issu du bassin arachidier que je suis, par ailleurs, à l'agriculteur que je suis, l'éleveur que je suis, eh bien, sur cette question-là, avec beaucoup d'attention, c'est le lieu pour moi, franchement, au nom de mes concitoyens, de féliciter M. le Premier ministre qui a décidé d'appliquer la directive présidentielle dans ce sens-là. Et je souhaite que notre pays puisse avoir cette année-ci une bonne campagne de commercialisation avec zéro endettement, zéro dette, zéro bon impayé. Voilà, dans la politique économique et agricole du chef de l'État, il est beaucoup question d'autosuffisance alimentaire. Pensez-vous que dans la zone dont vous êtes maire, Kaffrine, les populations se sont appropriées cette idée? Franchement, oui, je peux dire, sans risque d'être démenti, que la volonté politique du président de la République rencontre l'adhésion et l'engouement des populations rurales. Si je prends l'exemple de la région du département de Kaffrine, je vais bientôt avoir 50 ans. Et depuis que je suis né, je ne voyais pas à Kaffrine les gens cultiver le riz. Comme on cultivait le mil, comme on cultivait le maïs. Aujourd'hui, on en cultive. Je connais un village où il y a un grand érudit, quelqu'un qui marche sur les pas de Cheikh Sidi Aboubacar Sy. Il s'appelle Serigne Babacar Diané. Son village s'appelle Makandiané. Dans ce village, il y a l'autosuffisance alimentaire. Comment est-ce que je l'ai su? Je me suis rendu un jour parce qu'il venait de construire une très grande mosquée, très belle mosquée. Alors que pour aller chez lui, il n'y a pas de piste de production. C'est dans des chantiers. On roule sur des sentiers, à travers des sentiers. On peut se perdre en allant chez lui si on ne connaît pas bien l'endroit, la zone. Et je me suis dit, ben, je vais lui amener du riz. J'ai pris alors ma L200 avec une tonne de riz acheté à Dakar, et puis des bonbons, de l'huile, des jus de fruits. Quand je suis arrivé, au moment de faire descendre le riz, j'ai entendu un jeune talibé qui n'avait même pas 14 ans dire ceci. Mon Dieu, nous allons commencer à être malades. Parce que chaque fois qu'on mange ce riz qui nous vient de l'étranger, on a des problèmes de constipation. J'ai eu honte. Mais malgré cela, j'ai posé la question au marabout, qui m'a dit, ah, c'est vrai, mais les femmes ont trouvé une parade. Dans ce village, et même les villages environnants, nous ne mangions pas le riz qui nous vient de l'étranger, nous mangeons le riz qu'on produit sur place. Nous avons même une provision, une réserve, avec un magasin de stockage, mais de qualité, où on stocke notre riz. S'il advenait qu'un village environnant ait des problèmes, nous leur prêtons du riz
Et l'année prochaine, après la récolte, ils nous rendent. Donc, mais d'habitude, quand les amis viennent de Dakar avec du riz, ou de Kaolack, ou de Kaffrine, on cuisinait ce riz-là rapidement parce qu'on ne pouvait pas le garder. Et on a tout de suite noté qu'il y avait des problèmes de constipation. Maintenant, les femmes mélangent. Parce que nous ne pouvons pas interdire ce qu'ils nous le donnent, de l'amener ici parce que nous avons des talibés. Il a au moins 800 talibés qu'il nourrit. Personne ne mange là-bas. Alors, donc, pour vous dire que ça, c'est un exemple. Je connais dans la périphérie de Kaffrine, notamment dans le village de Ngodiba, une dame qui s'appelle Aïssa Tundaou. Elle fait sa richesse à partir du riz. J'en connais dans le Nganda, j'en connais un peu partout. Moi-même, l'année dernière, j'ai fait des champs de riz. J'en ai fait cette année-ci, non pas pour des cultures de riz, parce que ce que j'ai demandé, c'est que mes surgas, qu'ils prennent le riz pour eux. Moi, c'est la paille de riz qui m'intéresse, parce que je veux l'utiliser pour mon élevage intensif. Pour vous dire que ça, c'est déjà quelque chose. À ce riz, il faut ajouter ce qui existait avant. Le mil souna, le sorgho, le maïs, j'en cultive, plus l'arachide. Et le gouvernement est en train de faire en sorte que les femmes et les jeunes cultivent même en saison sèche. C'est-à-dire le maraîchage et l'horticulture. Et j'ai proposé à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Emploi, de l'intensification de la... je leur ai proposé de trouver des panneaux solaires pour exploiter l'eau des puits qu'on a abandonnée du fait de l'existence de forages. Parce que l'eau du forage est achetée, est vendue. Mais l'eau du puits n'est pas achetée. Si vous avez un panneau solaire, donc l'énergie naturelle, mais vous pouvez faire remonter l'eau du puits et tout autour des puits, organiser des périmètres agricoles maraîchers pour que les femmes produisent. Les productions de légumes et autres fruits permettent non seulement de diversifier les sources de revenus, mais ça contribue à l'amélioration de la santé, à la nutrition. Et c'est important. Là, c'est ce que je note. Si nous maintenons le cap, si nous persévérons dans ce sens-là, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire ou l'autosuffisance céréalière. Et en plus de cela, nous allons améliorer le revenu et le niveau de vie, les conditions de vie ou même le niveau de santé des populations. Alors à cela, j'ajoute également ce que j'ai vu dans le domaine de l'élevage. Aujourd'hui, l'amélioration de la race est une réalité. Le ministère de l'élevage est en train d'acheter des ladoum, des géniteurs qu'il met à la disposition des populations locales avec les collectivités locales. Et c'est une très bonne chose. Mais vous avez cité tout à l'heure deux franges importantes de la société, à savoir les jeunes et les femmes. Les jeunes qui ont tendance à sacrifier leur vie en prenant les larges pour rejoindre l'Eldorado. Et les femmes qui ont souvent un problème d'accès au sol. Vous, en tant que maire, en tant qu'honorable député, que comptez-vous faire pour maintenir les jeunes à leur village pour une meilleure exploitation des sols et aussi améliorer la situation des femmes? Je viens de dire, 10 minutes avant de venir à vous, en commission technique, que j'ai mis à la disposition du gouvernement des locaux. J'ai 25 hectares clôturés, arabes. J'ai en tant que maire un forage d'eau douce d'une capacité de 250 mètres cubes jour. J'ai demandé au gouvernement d'aider les femmes, les jeunes et les personnes du troisième âge à y dérouler des activités maraîchères. C'est déjà un exemple de ce que je peux faire. Mais je n'ai pas beaucoup de surface. Parce que là, je suis une commune, chef-lieu de région. Mais je continue par le plaidoyer, par le portage, à développer une réflexion qui permettra aux maires de mon terroir, qu'il s'agisse de la commune de Médine Salam 2, la commune de Diamagadio, la commune de Nganda, la commune de Gatchot, la commune de Diokoul, la commune de Boulel, où vous trouvez les champs de la famille de Cheikh Sidi Aboubakassi, et plus précisément les champs de notre regretté Cheikh Abdul Aziz Al-Amin, jusqu'à Nibi et Kayi, vous avez de l'espace. Et là aussi, comme ces villages-là, il y avait depuis là-bas, nous allons continuer à faire un plaidoyer. Je sais également qu'il faut que le gouvernement songe à aider
les corps de métier qu'on appelle artisanaux. Par exemple, les menuisiers, les tailleurs, les mécaniciens, les ébénistes, les professionnels des métiers rudimentaires tels que la plomberie, etc., etc. Si ces gens-là sont formés, qui sont formés la plupart du temps par leurs propres parents, le père, l'oncle, le cousin, à des métiers. Or, ces gens-là, la formation qu'ils donnent à ces jeunes, c'est un travail, c'est une mission qui incombe à l'État, c'est une mission de service public. Ce que l'État peut faire, c'est une fois ces jeunes-là formés, mais l'État prend un pactole de 1 million à 2 millions pour donner à ces jeunes-là un fonds de départ. Si un jeune tailleur a 2 millions, il peut acheter au moins 3 machines. C'est selon. Ou 2. S'il a 2 machines et un local, il peut, dans un premier temps, lui-même acheter et vendre, acheter du tissu, coudre et vendre. Confectionner et vendre. La même chose, on peut le faire pour les cordonniers, on peut le faire pour le menuisier, on peut le faire pour les extraits. Et ça, on peut même le faire pour les plombiers. Je crois qu'il faut décomplexer les jeunes. Il faut leur faire comprendre qu'il y a une possibilité de mener sa vie dignement, de régler des problèmes sans hypothéquer sa vie, son destin, en prenant le large. Ok. Honorable, à côté de l'agriculture, il y a aussi l'élevage, une activité dominante dans votre région. Ces derniers temps, il y a le sommet des Kaffrinois qui est perturbé par la question du vol de bétail. Tout dernièrement, à Birkelane, hier, il y a un mouvement qui a été jeté dans les fonds baptismaux pour lutter contre le vol de bétail. En tant que député, en tant que maire, que comptez-vous faire pour combattre ce fléau? Je voudrais d'abord dire que pour cette question-là, j'approuve les initiatives qui sont en train d'être prises à la base. Et j'invite les maires, les autorités administratives et les forces de sécurité et d'ordre à avoir des rapports qui permettent de juguler le problème lié à la sécurité de l'élevage. Je ne demande pas à ce que les populations cherchent à se faire justice elles-mêmes, mais on peut avoir des formes de coopération. Une fois que la loi sur le vol de bétail est votée et promulguée, une fois qu'on sait comment est-ce que les voleurs opèrent, il faut, aider les bétails à être identifiés. Les éleveurs doivent trouver une carte d'identité pour chaque bétail, chaque bête. Si c'est les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres, on peut bien leur placer des puces avec signalement électronique et ensuite on peut même les assurer. Vous direz, mais c'est pas de rêve, c'est possible. Ensuite, on peut avoir de la vidéosurveillance partout. Ça aussi, il faut travailler avec des pays comme la Corée, des pays comme le Japon, la Chine, des pays où ces questions-là sont déjà réglées. Alors, à cela, il faut ajouter le fait que la puce permet que si le bétail quitte un point A pour aller vers je ne sais où, le bétail, dans son itinéraire, peut être traçable en fonction des ondes magnétiques émises par la puce. Ça, c'est déjà un. L'autre aspect, c'est que il faut que les magistrats nous aident à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Parce que là aussi, c'est un vrai problème. Enfin, je pense que si nous voulons atteindre l'autosuffisance en viande, de moutons, de vaches, si nous voulons atteindre dans les années à venir l'autosuffisance en production laitière, si nous voulons atteindre l'autosuffisance en matière de moutons de tabaski, il faut que nous y mettions les moyens. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est ça, ce qui manque, c'est la volonté et le suivi dans la durée. Mais exactement, en matière de production laitière, on a remarqué que beaucoup d'éleveurs ont du mal à écouler leur production au point qu'ils produisent et finissent par enterrer ça, alors qu'au moment où les Dakarois, au lieu de consommer du lait, consomment toujours du lait en poudre. Mais justement, c'est pourquoi il faut avoir une approche chaîne de valeur. Cette approche chaîne de valeur permet d'abord de sécuriser, de promouvoir des bonnes pratiques, ensuite de
de mettre en place un dispositif de transformation, de valorisation et de production, ou en tout cas d'écoulement. Même les abattoirs, il faut les changer. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on ait l'habitude de vendre la viande dans des conditions similaires, semblables ou comparables à ce qu'on fait aujourd'hui en Europe ou dans les pays développés. La même chose également, il faut le faire pour le lait. Et je crois qu'il y a des expériences qui sont en train d'être mises en œuvre. Il y a des conserveries modestes, supportables par même des familles les plus démunies, etc., qui sont en train d'être vulgarisées dans ce pays. Voilà, donc venons-en maintenant au PUDC. On a remarqué que dans des communes telles que Boulel et Djanké, les populations se plaignent beaucoup d'un manque de réalisation des objectifs, des promesses qui ont été faites par le chef de l'État, surtout à la question des pistes. Sur cette question-là, je vais être ferme, mais clair, net et précis. L'idée du PUDC est une très bonne idée. C'est une démarche révolutionnaire. Mais elle est en train d'être sabotée dans sa mise en œuvre, dans la mesure où les entrepreneurs qui sont attributaires de certains marchés ne font pas le travail correctement, de sorte qu'il y a beaucoup de malfaçons, simplement parce qu'il n'y a pas au niveau local où ils exécutent ces marchés-là, quelqu'un qui est désigné, délégué pour contrôler ça.